Donc, écoutez, je suis très heureux déjà d'être parmi vous ce soir. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Euh, donc, je m'appelle Sylvain Vacarès. Donc j'ai une double activité. Je suis consultant. J'accompagne des organisations, des entreprises, des administrations, des organismes de formation dans la mise en œuvre de parcours de formation en ligne, hein, en général plutôt hybride. Euh, mais pas toujours, hein. Parfois c'est des parcours totalement à distance. Et puis à côté de ça, donc ça c'est mon activité principale, je fais ça depuis une vingtaine d'années. Et puis à côté de ça, j'enseigne à l'université de Rennes, où je suis responsable d'un master en fait en e-formation, donc je suis maître de conférence j'enseigne tout ce qui est ingénierie de la formation à distance, les outils du e-learning, la gestion de projet, les techniques d'innovation, etc. Euh, alors soir, en fait, j'ai la lourde tâche de démarrer ce webinaire. On va alterner la parole entre Géraldine et moi. Moi, je vais commencer par vous faire une petite ébauche un petit peu du contexte, on va dire, dans lequel aujourd'hui la formation professionnelle se trouve et un petit peu les évolutions en fait hein, que l'on peut voir. Donc voilà, ça permettra de poser un peu le décor avant qu'on enchaîne sur voilà, les évolutions du web et ce que ça implique en termes d'évolution, de communication, de marketing, de construction de ses offres, et de son business model pour aller jusqu'au bout du webinaire. Donc vous avez dû remarquer que le monde bouge hein, et Géraldine tout à l'heure vous en donnera de nombreux exemples. Bon, ce que l'on peut constater, c'est que le numérique est absolument partout. Il est évidemment partout dans sa vie quotidienne. Hein. On trouve, ça a commencé avec les ordinateurs, ensuite les téléphones portables qui pouvaient se connecter à Internet. Aujourd'hui, les tablettes, hein, on utilise ça dans des chantiers. J'ai des tas de clients qui utilisent ça maintenant pour faire du contrôle. Il y a des médecins qui les utilisent, tout le monde les utilise. Et puis on commence à voir arriver, si vous regardez en bas, des brosses à dents connectées. Ça, c'est un truc qu'on met sous son lit pour surveiller son sommeil. Et ça nous réveille en fonction du moment opportun, dans un laps de temps qu'on a déterminé à l'avance. On voit des pots de fleurs connectés, des chaussures là maintenant connectées qui vous permettent de mesurer, enfin voilà, de savoir un peu comment vous marchez, etc. Et donc, quelle est votre activité? Donc, on a de plus en plus en fait de numérique en fait dans tous les endroits où finalement on pensait pas forcément un jour en voir arriver. Hein, j'ai même vu un biberon connecté il y a la semaine dernière, donc qui permet de surveiller l'alimentation des nourrissons, etc. Donc, donc ça c'est vrai dans la société en général et évidemment c'est vrai dans la formation. Là je vous présente une petite photo. Alors, le professeur dit vous pouvez maintenant prendre des notes. Ça c'est pas une photo qui a été faite spécifiquement, si vous voulez, c'est une photo prise en réalité. En fait c'est pris par un des protagonistes et donc voilà ce que font les élèves et bon, mes étudiants à l'université, mais pas seulement hein, dans les conférences que j'anime un peu partout. Les gens prennent des photos, des slides, ils enregistrent ce que je dis, voire je suis filmé. Enfin, donc on a une intrusion en fait du numérique vraiment vraiment partout. Alors, pour mesurer un petit peu quel est l'impact au niveau de la formation professionnelle, hein, ça c'est sûrement quelque chose que vous avez pu constater vous, euh, je vais vous poser une petite question. Alors, je vais vous poser quelques questions en fait hein, pour introduire un peu ce webinaire. Première question, quel est le pourcentage de salariés ayant suivi une formation hybride en 2013? Alors pour ça, je vais pouvoir, hop, euh, donc, alors je vais essayer de retrouver, voilà ma question et je vais pouvoir lancer un petit sondage. Donc je vous l'envoie. Donc en principe, vous devriez avoir apparaître sur votre écran une fenêtre hein, qui reprend la question et vous avez plusieurs choix possibles. Donc je vous demanderai de sélectionner ces choix et puis une fois que ce sera fait, je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Une fois que ce sera fait, je vous enverrai le résultat de ce que vous pensez, puis évidemment, je vous donnerai la bonne réponse.
Il nous reste encore deux réponses à fournir, parce que je vois ce que vous faites. Attention, vous ne pouvez pas tricher. Donc, Géraldine n'a pas répondu, Thomas non plus encore. En tous les cas, c'est pas arrivé jusqu'à moi. Voilà, parfait. Alors maintenant, je peux vous envoyer en fait les résultats. Donc en principe, sur l'écran, vous devriez voir apparaître les résultats à la question. Alors si vous vous souvenez pas des propositions de réponse, vous pouvez simplement survoler vous voyez les petits numéros A, B, C, D que vous avez dans les choix de réponse. Si vous les survolez, en fait, il apparaît hein, la proposition. Donc majoritairement, vous avez répondu la réponse B qui était 16%. Et donc la bonne réponse, eh bien, suspense, la bonne réponse, c'est 33% en fait ici. Alors ça, c'est issu du baromètre, hein, d'un baromètre qui a été publié par la Segos en 2014. Hein, c'est le chiffre qu'on a un petit peu moins d'un an. Enfin voilà, à peu près un an, on va dire. Ce qui est intéressant en fait, ce qui est intéressant dans ces chiffres, alors je vous ai pas mis que la réponse à la question, c'est que l'on voit que bon bah, enfin, la formation hybride, hein, c'est le deuxième graphique là, que je vous ai entouré, représente 33% aujourd'hui, mais surtout la progression par rapport au baromètre qui avait été fait en 2012 montrait une augmentation d'une vingtaine de pourcents hein, des salariés interrogés. Donc il y a une progression quand même assez rapide en fait, et ça on peut le constater. Alors là, ça donne des chiffres. Le baromètre de la Segos, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est quand même on a peu de chiffres hein, finalement là-dessus, et c'est quand même quelque chose d'intéressant. On voit qu'il n'y a pas une baisse considérable de la formation présentielle, donc c'est quelque chose qui vient plutôt finalement enrichir du présentiel. Hein. On peut considérer que les gens ont répondu aussi qu'ils avaient fait du présentiel quand ils ont fait de l'hybride. Et puis, on peut comparer ça aussi aux chiffres hein, actuels qui sont les chiffres d'efficacité de la formation. Alors, quand on regarde les gens, si on leur demande est-ce que le présentiel est efficace, est-ce que les formations sont efficaces, à 90% ils disent oui, mais quand on regarde est-ce que c'est vraiment très efficace, on se rend compte que le pourcentage baisse. Donc on peut constater ça. Et puis je suis allé aux États-Unis il y a cette année et l'année d'avant pour discuter avec des responsables de formation américains dans des grands congrès. Ils font beaucoup d'études là-dessus et c'est un mouvement qu'on constate un peu partout. Les gens se désintéressent petit à petit de la formation présentielle parce qu'ils considèrent qu'elle ne répond pas de façon suffisamment individualisée et précise à leurs attentes. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se renforcer. Alors, ça reste minoritaire, mais la progression est nette et on n'imagine pas un retour en arrière maintenant. La formation hybride est une des formes de réponse qu'on peut apporter. Sûrement pas la seule, mais c'en est une. Voilà, alors je vais revenir juste. Voilà, j'étais en train de chercher où j'ai mis le document. Deuxième question. À votre avis, quel est le pourcentage de salariés qui sont prêts à suivre une formation hors temps de travail? Alors attendez, je vais vous relancer la question 2 pour que vous puissiez répondre. Alors pourquoi je ne peux pas lancer ma question 2? Voilà, il y avait juste un petit souci. Hop. Sylvain, on t'a perdu. Ah, alors on va... Sylvain, es-tu avec nous? Aïe, 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 petit souci technique. Ouais, il va revenir tout de suite. Alors, on a un tout petit souci, mais je pense que Sylvain va revenir immédiatement, j'espère. Si c'est sa tempête là-bas, sinon je vais prendre le relais sur... Alors... Alors, je vais lancer la deuxième question à la place de Sylvain. Il m'en voudra pas, Sylvain. Je vais lancer la chose en attendant que Sylvain se reconnecte.
Donc, est-ce que... Aïe, 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 attends. Géraldine, je vais Oui, peut-être me remettre en tant... Je vais me remettre juste un instant en tant qu'animateur, parce que je sais pas ce qui se passe. Sylvain n'est pas revenu avec nous, là, d'accord. apparemment. Petit souci. Donc, je vais lancer le deuxième. Est-ce que là, vous le voyez éventuellement? Pas encore, peut-être. Mais là, Oui, est-ce que maintenant, vous oui. le voyez? Donc, chacun doit pouvoir répondre. Allez-y. Donc, je rappelle la question. Quel est le pourcentage de salariés prêts à suivre une formation hors temps de travail? Alors, est-ce que tout le monde a... Mylène n'a pas répondu, donc pour toi. Voilà. Donc, vous êtes... alors, par contre, c'est embêtant ça, Sylvain. Sinon, Francine revient, nous rejoint. Alors, bon. Est-ce que vous Sylvain, m'entendez à de nouveau? nouveau. Oui, excusez-moi, Oui, j'ai alors été Sylvain, je me sauvagement suis éjecté. permise de lancer. Oui, sauvagement éjecté. Sylvain, je me suis permise de lancer le questionnaire. Je te laisse faire le débrief du questionnaire. Très bien. D'accord. Donc, alors Donc, je vois pas les résultats de ce que vous avez répondu. C'est pas très grave. Tu as publié les résultats ou pas, Samuel? ça y est, je les envoie tout de suite là. Hop, voilà, c'est fait. Ok, super. Je vois. Donc, vous avez majoritairement répondu. Enfin, c'est plus partagé, mais soit 28, soit 50%. Alors, effectivement, aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que là, toujours dans la même enquête, hein, Sego, sur le baromètre l'année dernière, on se rend compte qu'un salarié sur deux aujourd'hui est prêt à travailler en fait hors temps de travail pour au moins une partie hein, de sa formation. Et puis, on voit aussi, et les deux éléments sont à rapprocher, que 31% des salariés sont même prêts à cofinancer en fait la formation. Donc, on rentre bien dans une logique de co-investissement. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau parce que aujourd'hui, on voit que les salariés sont prêts en fait à essayer de participer au maintien de leur employabilité, on va dire, hein, si on veut résumer les choses assez rapidement. Et ça va même plus loin que ça, puisque finalement, on voit que la loi et la réforme de la formation professionnelle qui est la loi du 5 mars 2014, qui est effective depuis le 1er janvier, là, il y a quelques jours, par un certain nombre de mesures, on va dire, comme le compte personnel de formation, hein, qui en est peut-être celle la plus représentative, mais il n'y a pas que ça. Finalement, commence à distiller cette idée de co-investissement, de responsabilisation du salarié sur son propre parcours de formation. Et donc, on est en train de changer de logique, on le voit bien. On est en train d'aller vers quelque chose qui donc va être finalement un parcours en grande partie piloté par le bénéficiaire, finalement celui qui est formé, et pour lequel les institutions, que ce soit les entreprises, les OPCA, enfin tous les gens qui œuvrent dans le monde de la formation, voilà, vont devoir en fait organiser le service, proposer des parcours, et puis on va rentrer dans une logique de co-investissement. Alors tout ça va se faire dans le temps, hein, bien sûr. La loi elle vient juste d'être mise en œuvre. Aujourd'hui, organiser une formation en dehors du temps de travail, c'est quand même un peu compliqué. Hein. J'étais toute la journée chez EDF aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est pas gagné encore là-bas. Voilà, donc les discussions sont en cours. Bien sûr, ça va prendre du temps, mais on voit quand même qu'il y a un mouvement qui va dans ce sens-là. Et d'ailleurs, l'offre de formation l'a bien compris, puisque on a une offre qui change hein, petit à petit. C'est-à-dire qu'on a non pas que l'offre ancienne disparaisse totalement, parce que ça va prendre du temps pour ça migre, mais on voit de nouvelles offres apparaître pardon, des offres en fait hein, gratuites. Hein. Ici, je vous ai mis une capture de la Khan Academy qui propose 100 000 capsules de formation gratuites maintenant, dont une grande partie traduite en français aujourd'hui, hein, puisqu'il y a un portail français. Mais vous avez aussi des portails comme Udemy, où là, la formation est payante, mais quand on regarde le chiffre d'affaires de ces entreprises,
entreprise, on se rend compte que les gens sont prêts à mettre 5, 10, 20 euros dans une formation qui leur permette d'acquérir un certain nombre de compétences dont ils ont réellement besoin et dont ils peuvent aussi vérifier, puisque dans ce type de portail, on peut même essayer sa formation. Donc c'est des outils à la fois pour que les gens puissent se former, c'est aussi des ressources qui sont à disposition des organismes de formation pour intégrer, enfin elles peuvent les intégrer. Hmm, pas vrai. Pourquoi il se fait jeter comme ça? Sylvain, es-tu avec nous? Géraldine, on va peut-être. Sylvain, Sylvain, es-tu là? Oui, voilà, Oui. excusez-moi, j'ai encore été éjecté. Voilà, et j'avais passé justement la parole à Géraldine en disant que, bah, évidemment, tout ça nous amenait à devoir redéfinir, en tant qu'organisme de formation, ça, tous les offreurs doivent se poser la question de la modification de leur offre, de la nouvelle approche commerciale qu'ils doivent voilà, mettre en œuvre pour atteindre ces Alors, on cibles va et pour passer atteindre ce marché qui est la en train de main à changer, Géraldine, parce que. le marché de la formation. Voilà, excusez-moi encore pour ces interruptions indépendante de ma volonté. Ok, on va passer la main à Géraldine. Qui a fait. Où est Géraldine? C'est une bonne question. Oui, je l'avais bien noté qu'il fallait éviter Firefox, mais je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Et je pense pas que ce soit le cas de Géraldine. Bon, Sylvain, Sylvain, tu nous Bon, entends? moi, j'utilise pas Firefox non plus, mais Hmm. mais non, je sais pas, il y a l'air d'avoir un souci là ce soir. Moi, je sais que quand les conditions météo sont très très dégradées, ça a parfois un impact hein, sur les liaisons téléphoniques. En tous les cas, euh, vu de chez moi Ok, on ici, va laisser. c'est assez fréquent. D'accord, merci Sylvain. Je vais laisser la parole à Géraldine. Géraldine, tu as Oui, le contrôle sur les supports, etc. Donc merci à beaucoup. toi Ben, de bonsoir à poursuivre. tous. Bonsoir à tous. Il y a pas mal de vent ici aussi, mais j'espère que ça va pas poser problème. Donc quelques mots sur mon parcours. Donc moi je suis consultante en web marketing auprès d'entreprises B2B, enfin qui ont des problématiques B2B, B2C. Je suis formatrice également et j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le développement commercial et le web marketing pour des grands groupes médias. Voilà. Donc là je vais vous parler de numérique. Et notamment en commençant par vous poser quelques petites questions justement pour sonder vos usages. Alors, vous avez en haut de votre écran la possibilité de choisir une petite coche. Je ne sais pas si vous la voyez. L'idée, c'est que vous veniez cocher oui ou non sur bah, comment dire, la colonne qui vous concerne. Donc, si c'est oui, vous mettez une petite coche sur oui. Si c'est non, je vous laisse cocher la colonne non. Donc pour l'instant, j'ai 4 réponses. Voilà, il manque encore une ou deux personnes. Donc j'ai la réponse de Géraldine, de Sandra, de Sylvain, de Christophe, de Samuel, de la personne qui remplace Thomas. Il me manque Françoise, je crois. Alors, bon, je pense connaître votre réponse, Françoise, donc on va passer à la slide suivante. Euh, qui d'entre vous n'aurait pas de smartphone? D'accord. Donc nous avons un nom. Est-ce que d'autres personnes veulent répondre encore? Oui, pour Francine. D'accord, très bien. Alors, on continue. Est-ce que vous utilisez des applications sur votre smartphone? Donc ça peut être des choses tout à fait simples, hein, les pages jaunes, un GPS, une petite application classique. Bon, j'imagine que Géraldine a répondu non, puisque vous n'avez pas de smartphone, donc pas d'application possible.
Très bien. Je continue avec les questions. Êtes-vous inscrit sur un réseau social? Alors, réseau social, ça peut être Facebook, évidemment, qui est le leader, mais ça peut être Twitter, ça peut être LinkedIn, Viadeo, ça peut être Digica, qui est le réseau social du digital. Bon, là, c'est un oui franc et massif. Je poursuis. Avez-vous déjà acheté en ligne? Alors, acheter en ligne, c'est pas nécessairement se faire livrer une télé ou un canapé. Ça peut être aussi réserver un billet de train, acheter un billet à la Fnac, voilà, commander un e-book. Donc oui aussi, oui pour Francine au niveau des achats en ligne et oui pour tout le monde. Très bien. Bon, alors effectivement, ce que je voulais vous faire comprendre par là, c'est que bah, tout le monde est complètement digitalisé en France, hein, toutes catégories d'âge confondues. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, il y a 54 millions d'internautes en France. Alors pourquoi autant de monde? Alors déjà, on est un des pays européens avec le plus grand taux de pénétration au niveau du web. Ça s'explique notamment parce on est les inventeurs de la fibre optique et qu'on est les seuls à posséder des offres 4P où avec une seule box on peut téléphoner, se connecter à Internet, etc. Et donc, bah, évidemment, ça a favorisé les connexions et l'arrivée du haut débit a facilité d'autant plus l'usage du web. Donc, 54 millions d'internautes, 92% qui se connectent tous les jours, donc vous voyez, hein, c'est quand même assez massif. En moyenne pendant 4 heures, ce qui est énorme. C'est-à-dire que si on fait le cumul entre le surf au travail, le surf à la maison et le surf mobile, on arrive très très vite à 4 heures. Il y a 34 millions de cyberacheteurs, c'est-à-dire que il y a quand même 60% des internautes qui aujourd'hui achètent assez facilement sur Internet. 42% des Français enfin des internautes sont inscrits sur Facebook, donc ça aussi c'est énorme. Bon, je rentrerai pas dans le détail de tous les réseaux sociaux, mais effectivement Facebook c'est le leader aujourd'hui, sachant que sur une population de plus jeunes, on voit que c'est quand même Twitter qui est en train de prendre une place importante, plutôt pour les pré-ados. Et puis 28 millions de personnes qui surfent sur leur téléphone mobile. Voilà, sachant que c'est encore en croissance, mais c'est un usage qui commence quand même à très fortement se développer. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir ce que le numérique a changé en termes d'habitude. Donc, à la fois en termes d'habitude dans notre vie personnelle, mais à la fois ce que ça a changé en termes d'usage dans la société et dans la vie professionnelle. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment ça se passait avant, comment ça se passe maintenant, et puis quelle a été en fait la révolution que j'essaie d'imager dans ces slides. Donc avant, on a tous connu la bonne vieille bibliothèque, poussiéreuse ou pas. Je pense qu'on a tous passé notre bac en allant bûcher à la bibliothèque. Aujourd'hui, hein, pour les générations qui apprennent, ou même pour nous tous, hein, qui cherchons de l'information au quotidien, bah, la formation elle est accessible en un quart de seconde sur Internet, notamment grâce à l'intelligence collective, hein, les Wikipédia et autres sites de partage de contenu. C'est une vraie révolution dans la mesure où bah, le web a complètement révolutionné l'accès à l'information et on ne voit plus les choses de la même façon. Aujourd'hui, quand on oublie un nom ou qu'on se demande quel est le titre de la chanson qu'on a entendue à la radio, bah, on a une application qui nous aide, on a Wikipédia qui va nous répondre et nous donner les informations qu'on recherche, une photo, une vidéo. Donc voilà, c'est vrai que les gens qui sont nés avec Internet ne s'imaginent pas comment c'était avant, mais aujourd'hui, l'accès à l'information est très facile. Alors, deuxième révolution, bah voilà, avant, on avait des piles de CD, des piles de livres, et surtout en entreprise, des piles de dossiers. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Alors, les livres, malgré tout, on continue à en acheter et ils continuent à exister. Mais très clairement, pour le stockage de données, quasiment tout le monde est passé au numérique. Et puis pour ce qui est de la vidéo ou des fichiers musique, on se sert assez aisément aujourd'hui d'iTunes ou d'autres plateformes d'achat de musique ou de vidéo. Donc bien évidemment, ça traduit une dématérialisation des contenus qui a révolutionné beaucoup de choses, notamment par exemple l'industrie du disque, hein, qui a encore du mal à passer le cap.
Alors, en ce qui concerne vos métiers, ou en tout cas l'enseignement au sens large, ben voilà, avant on était quand même sur du présentiel quasiment exclusivement. Aujourd'hui, effectivement, hein, vous connaissez bien le sujet, on a tout un tas de possibilités pour se former à distance. Et donc bah là, ça a révolutionné bien sûr la communication au niveau de la formation, mais dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, bah, comme on le fait aujourd'hui, on a la capacité de se parler, de se raconter des choses, même si on n'est pas dans la même pièce. Une autre révolution qui est importante, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation des contenus et la délinéarisation des contenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, avant, quand on regardait à la télé, il fallait être là à un moment précis pour assister à son émission. Si on voulait enregistrer un programme, il fallait un magnétoscope. Aujourd'hui, vous consultez le programme qui vous intéresse à l'heure qui vous arrange, sur le device qui vous arrange, donc le PC, le mobile, la tablette. Alors pour nous, en tant que consommateurs, c'est très confortable. Évidemment, ça a poussé les industries du média à s'adapter et notamment à repenser la monétisation de leur audience, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a moins de monde devant le JT de 20 heures qu'il y a quelques années. Alors une autre révolution, c'est ce qu'on appelle la géolocalisation, donc vous connaissez bien, c'est la capacité de savoir où vous êtes, soit quand vous vous connectez sur votre PC, soit quand vous vous connectez depuis votre mobile. Et là, c'est extrêmement précis puisqu'on sait au mètre près où vous vous trouvez. Et vous verrez plus tard qu'il y a de nombreuses applications aujourd'hui, notamment marchandes, à l'utilisation de cette géolocalisation. Ce qu'on voit aussi, c'est que énormément de services qui étaient avant des services purement physiques se sont complètement digitalisés et donc ça a révolutionné pas mal de secteurs, notamment bah, la banque, hein, avec aujourd'hui l'émergence d'énormément de banques en ligne, le domaine de la santé, le domaine de l'immobilier, hein, c'est vrai qu'on va moins dans une agence immobilière qu'avant, le domaine du voyage, je pense que très peu de gens mettent encore les pieds dans une agence de voyage, on fait tout en ligne. Donc il y a vraiment une révolution pour pas mal de secteurs et d'entreprises. Et puis, pour aller plus loin, voilà, avant, on était, enfin, les centres commerciaux éditaient des catalogues avec des promotions, vous les receviez par la poste, en général, ça finissait à la poubelle. Aujourd'hui, avec des applications sur votre mobile comme Shopmium, on fait ce qu'on appelle du geofencing. Le geofencing, c'est je me log sur mon application, donc l'ordinateur, l'application voit où je me trouve et elle va me proposer de consulter ce qui se fait autour de moi. Donc ça peut être tous les transports qui sont à proximité, tous les spectacles qui sont autour de moi. Et là, en l'occurrence, Shopmium, c'est toutes les promotions qui sont faites autour de moi. Et tous les produits que je peux acheter voilà, dans les boutiques qui se trouvent autour de moi. Pardon Christophe, j'avais pas vu votre question tout de suite. Voilà, je poursuis. Hop. Alors, bah, vous l'avez compris, hein, l'idée c'est de bien vous montrer que le numérique est présent partout et tout le temps. Il est en train d'investir tous les secteurs de notre vie. Le parking, aujourd'hui, on peut payer dans pas mal de villes françaises avec son téléphone, avec une petite application qui s'appelle Pay by Phone. Dans les transports, hein, on a aujourd'hui notre billet de train sur son téléphone avec un flash code. Les rencontres, aujourd'hui, les jeunes générations se rencontrent via des applications mobiles, notamment Tinder qui est leader sur le marché, des applications mobiles sur l'apprentissage, et puis Sylvain en a parlé, beaucoup d'applications du digital dans le domaine notamment de la santé, mais plus largement des objets connectés, puisqu'aujourd'hui il existe tout un tas d'objets qui communiquent entre eux et qui nous permettent de mieux vivre, et notamment dans le domaine de la santé. Alors, vous avez sûrement entendu parler de cet acronyme, SOLOMO. Si ce n'est pas le cas, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Ce qu'on appelle SOLOMO, c'est tout simplement un constat qui est fait à l'heure actuelle de l'usage que font les consommateurs, vous et moi, du digital. Et on se rend compte que les usages qui sont préférés par les internautes, c'est des usages sociaux, donc c'est-à-dire du partage, le fait de pouvoir en parler à un ami, de viraliser un contenu. Les usages locaux, donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a une vraie appétence pour le local. Et puis le mobile, bah, c'est tout simplement que les internautes de plus en plus se mettent à utiliser des
des applis mobiles et puis leur téléphone pour pas mal de choses. Alors, un petit mot sur le monde de l'entreprise, parce qu'effectivement le digital a eu des impacts sur le monde de l'entreprise. Je vous conseille de consulter cette étude dans le détail. Là, je vous ai juste mis 2 chiffres qui étaient intéressants à mon sens. Une étude IFOP qui date de 2013 qui montre que 58% du temps passé sur Internet au bureau l'est à usage personnel et qu'à l'inverse, 67% des gens sont sollicités par leur bureau en dehors des horaires de travail. Donc évidemment, ce que ça montre, c'est que la frontière est complètement abolie entre le professionnel et le personnel. Et c'est vraiment le digital qui a créé ça. Par ailleurs, il y a vraiment un aspect de l'entreprise qui a été très impacté par l'arrivée du digital, et c'est la relation client. Ce que j'entends par la relation client, c'est la façon dont le client aujourd'hui, le consommateur, peut s'exprimer soit directement auprès d'une marque, soit parler de la marque sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, un consommateur mécontent, il va aller sur la page Facebook de la marque, il va aller sur Twitter pour se plaindre parce que son téléphone ne marche pas ou parce que le produit n'est pas conforme à ce qu'il a acheté. Donc voilà, c'est important pour l'entreprise de prendre en considération cet aspect-là, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie porosité entre le monde de l'entreprise interne et ses milliers, ses millions de clients, et que donc l'entreprise doit s'adapter à ça. Alors concrètement, les changements pour l'entreprise dont on vient de parler, c'est quoi? C'est de nouveaux métiers qui apparaissent. On voit que de plus en plus en entreprise, on recrute des responsables du social media, donc des gens qui sont là pour gérer la e-réputation de l'entreprise et la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc on voit également une frontière abolie entre le professionnel et le personnel, hein, c'est-à-dire que les gens, encore une fois, vivent de la vie personnelle au travail et inversement pensent et vivent travail dans leur vie personnelle. Et puis une approche bottom-up. Ce que j'entends par là, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est obligé de penser au consommateur avant tout et partir du besoin du consommateur pour monter son offre. Évidemment, l'entreprise doit s'adapter dans sa communication et dans sa commercialisation. Et donc je vais laisser Sylvain continuer sur justement ce sujet du business model de l'entreprise. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être question, il y a peut-être, parce que tu as abordé des choses très nouvelles, etc. aussi peut-être des questions-réponses. Si certains ont des questions, Oui, peut-être bien faire un sûr. tout petit point, une question sur ces données plus marketing ou sur, voilà, profiter si Sylvain est d'accord là-dessus. Tout à fait, bien Est-ce sûr. que si vous avez des questions, alors je vais remettre les micros à tout le monde pour ceux qui arrivent. Sinon, utilisez le chat. N'hésitez pas si vous avez des Ben, Christophe Jourdain oui, effectivement, j'ai vu la question de Christophe. Non, c'est pas nouveau, évidemment, mais avant, l'entreprise exprimait un message enfin, je dirais, proposait son offre au client. Aujourd'hui, le client, il a la capacité de donner son avis partout, tout le temps, et du coup, on ne peut que l'écouter et encore bien encore plus qu'avant. C'est-à-dire que vraiment, il y a le web est une caisse de résonance pour les clients qui a un impact sur le marketing de l'entreprise. d'autres questions. Je vous laisse, allez-y, hein. Bonsoir. Oui. Il y a quelqu'un qui s'exprime là peut-être. Françoise, j'ai cru reconnaître votre voix, non? Pas d'autres questions? Ok. D'autres remarques hein, aussi, parce que. Ok. Sylvain, je vais te laisser à ce moment-là la. D'accord. Euh, alors,
Pour faire un peu le lien avec ce que Géraldine, bien sûr, vient de dire, on va repartir, hein, on va repartir effectivement de cette nouvelle approche. Quand vous construisez une offre, finalement, c'est un peu ça qui va nous intéresser là, c'est comment finalement vous devez la développer. Peut-être pour rebondir sur la question de Christophe il y a quelques instants, c'est aussi enfin, ce qui a changé dans le marketing, c'est qu'avant dans le marketing, en fait, on faisait des études et puis on réfléchissait à partir d'études que l'on faisait en fait sur la manière dont il fallait faire le design de son service, alors qu'aujourd'hui, ce qui a changé avec le numérique, c'est que on est en interaction permanente avec les usagers, on va dire, hein, qu'on appelle ça des clients ou comme on veut, peu importe, c'est les gens qui sont bénéficiaires du service ou du produit en fait hein, qu'on leur propose et donc, le marketing va être quelque chose qui va devoir tenir compte en fait de ces retours permanents que l'on va avoir des utilisateurs de notre service ou de notre produit. Et ce qui est important en fait dans cette approche, c'est si on recentre ça sur le domaine de la formation qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est que l'objectif finalement dans le design des services qu'on doit faire en intégrant le numérique, c'est de passer d'un service en fait de formation qui était essentiellement organisé autour de la production du service. Hein, finalement, je grossis un peu le trait volontairement, bien sûr c'est plus subtil que ça, hein, on est tous d'accord, mais on était bien dans une logique, un organisme de formation ou une école ou une université par exemple, c'est avant tout, enfin c'est structuré pour être capable de produire du cours en fait, dans lequel on rentre des apprenants. On définit une offre, on a un catalogue, on offre des formations, etc. Et donc c'est beaucoup organisé autour de la production, donc centré quand même beaucoup sur le formateur, on va dire, et puis sur l'institution qui délivre les cours, hein, les plannings des salles, la logistique, etc., ce qui est un travail complexe. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'attend l'utilisateur de formation, c'est finalement d'obtenir un service personnalisé qui lui permette de développer ses propres compétences. Et donc l'enjeu pour un organisme de formation, quand il construit une offre de formation nouvelle, c'est justement d'arriver à sortir, enfin, à passer de cette logique de production, en fait, hein, qui est inhérente et qui correspondait d'ailleurs à une organisation qui était tout à fait adaptée. On voit aujourd'hui que cette organisation, elle est moins adaptée parce que les attentes en fait, de l'utilisateur ont changé, elles sont plus pointues, il est plus exigeant. Il a aussi beaucoup de choix, hein, et en plus ce choix il le fait très facilement parce que finalement il va sur Google, il va sur les réseaux et puis il trouve en fait l'offre qui lui convient. Donc la plupart du temps, hein, alors c'est pas forcément absolument ce qu'il veut, mais en tous les cas on va être confronté à une concurrence beaucoup plus sévère qu'avant. Donc ce qui va nous intéresser dans cette partie de l'intervention, c'est de dire bon bah voilà, ça c'est le principe, tout ça c'est très bien, mais alors comment on fait? Alors bon, en quelques minutes, je vais pas vous donner une méthodologie complètement détaillée parce que c'est évidemment un travail complexe, mais je vais essayer de vous donner les éléments de la démarche et puis de vous la montrer sur un exemple concret. Comme ça, en fait, ça permet de vous peut-être de vous éclairer un petit peu. Alors, je vais vous présenter deux éléments en fait, hein, de la démarche. Le premier qui est plutôt centré sur l'utilisateur et le deuxième qui est plutôt centré sur, après, à partir de ça, comment on organise l'offre. En fait, hein. De quoi il faut tenir compte. Alors, ces deux approches en fait, qui sont basées sur l'utilisation de matrices, on va dire, hein, enfin, en tous les cas, d'un espèce de schéma qui a pour objectif en fait, d'aider à la réflexion. Alors, il ne vous apporte pas forcément les solutions, mais il vous aide à poser le problème, et on sait bien que quand on a bien posé le problème, souvent la solution est pas bien loin. Je vais vous présenter un premier outil qui correspond à un état initial de la démarche, qui s'appelle la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est quoi? C'est finalement beaucoup moins sophistiqué qu'une étude marketing, et donc du coup, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde, quelle que soit sa taille. Tout le monde est capable de faire ça. C'est une carte qui part du point de vue de l'utilisateur et qui essaye
de faire réfléchir autour de ce que ressent, de ce qu'entend, de ce que dit, de ce que fait l'utilisateur. Donc on va mettre notre bonhomme ici, alors c'est notre stagiaire type, on va l'appeler, je sais pas quoi, Bob, par exemple, et puis on va essayer de dire, bah voilà, Bob, qu'est-ce qu'il pense en fait par rapport à ce qu'on veut lui offrir, par rapport à ses besoins, par rapport aux problèmes qu'il rencontre, aux objections, à ce qu'il entend autour de lui, comment on peut en faire la carte en fait pour essayer d'affiner finalement le service qu'on va devoir designer pour lui. Alors, on va prendre un petit exemple. Là, je vous prends un exemple c'est un cas que j'ai eu à faire il y a pas longtemps, que j'ai un peu simplifié ici, mais on a une formation existante, par exemple. Hein, donc là, je vais prendre un cas à l'université. On a une formation existante qui rencontre un public, et puis on se dit que cette formation existante, qu'on cible sur un public particulier, en fait, il y a une partie de cette formation, ou en tous les cas, toutes les ressources, ou une partie de l'ingénierie, qu'on pourrait peut-être essayer de réutiliser sur d'autres populations qui auraient des besoins plus larges. Donc là, en l'occurrence, la formation dont je vous parle, c'est un Master 2, donc qui s'adresse à des gens, c'est un diplôme de Bac plus 5, qui s'adresse à des gens qui ont des prérequis relativement élevés. Mais on se rend compte que, par exemple, sur ce besoin-là, on a aussi des gens qui sont peut-être moins des ingénieurs et plus des techniciens, on va dire, qui sont des populations beaucoup plus larges et qui auraient besoin d'une partie de cette formation, en fait. Voilà. Mais comme ce ne sont pas les mêmes gens, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins et on ne peut pas leur dire, tiens, je vais juste leur faire un extrait de ce qui existe et puis je vais rencontrer ma cible. C'est beaucoup plus compliqué que ça et pour ça, il faut s'intéresser à ce qu'ils pensent. Alors, quand on travaille sur ces cartes-là, alors très souvent, quand on travaille sur cette carte-là, on a intérêt à travailler à plusieurs. On dessine la carte sur une grande feuille ou sur un tableau. On prend des petits post-it, hein, ou alors on écrit directement dessus. Et puis, à plusieurs, comme ça, on va dire, tiens, je vais essayer d'imaginer ce que mon utilisateur Bob, là, il va penser. Alors, on va essayer de rechercher quels sont les problèmes qu'il a, ce qu'il entend, ses aspirations, ses envies, etc. Alors si on part de ses envies, ici sur notre formation, voilà, alors c'est une formation, hein, la conception pédagogique par exemple, et donc il nous dit, voilà, il faut que je m'adapte aux évolutions technologiques qui sont liées à mon métier. J'ai aussi, moi, dans ma vie, envie professionnelle, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de nouveautés, voilà, j'aimerais bien aussi que mes compétences soient reconnues. Donc, par exemple, j'aimerais bien que ma formation elle soit sanctionnée par un diplôme officiel. Hein, voilà, quelque chose que je puisse valoriser, peut-être même à l'extérieur de l'organisation dans laquelle je travaille. Alors, quand je vois qu'est-ce qu'il entend Bob, ce qu'il entend, c'est son chef qui lui dit que je devrais être compétent sur ces éléments-là, parce que ça fait partie de l'évolution de mon métier. Puis en fait, je le suis pas, parce que j'ai bien l'impression que, j'ai besoin d'être accompagné, d'être formé. Quand j'écoute la presse, la radio, on me dit, oui, bien sûr, votre métier de formateur, il faut aller vers l'évolution des nouvelles technologies, etc. Alors tout ça c'est très bien, mais comment je fais, moi? Je vois, quand je regarde un peu, je m'interroge, je vois qu'il y a finalement, des offres d'emploi de plus en plus nombreuses sur ce type de qualification, de gens qui sont capables de développer une formation hybride, par exemple. Et puis, quand je regarde mes collègues, je vois que j'en ai d'autres. Je suis pas tout seul qui s'intéresse à ça, qui se dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on évolue, etc. Alors, évidemment, aujourd'hui, je fais déjà des choses. Hein. J'ai pas attendu tout. Par exemple, je récolte un peu dans mon coin, j'essaye des petits trucs, je vais sur Internet, je me renseigne. Je dois développer évidemment cette activité parce que mon chef il est de plus en plus pressant. Mon offre, je vois bien, dans mon organisme de formation, on me pousse à aller vers là. Alors je dois développer, mais alors, le problème c'est que je sais pas trop bien par quel bout prendre les choses. Et donc ça, c'est un peu la carte. Alors, c'est simplifié, hein, c'est un peu plus subtil que ça, mais si vous travaillez à plusieurs, vous allez sortir plein d'idées comme ça. C'est pas très scientifique, hein, c'est beaucoup plus empirique, mais quand vous adressez à des professionnels dans une formation, ils savent à peu près apprécier les choses, puis on peut réfléchir, puis on peut faire participer des gens extérieurs à ce genre de travaux. Alors après, on peut dire, on voit bien qu'il y a des besoins, hein, d'évolution dans le travail, peut-être d'accéder à un nouvel emploi. Donc si on dit notre Bob, notre client type, un peu, on peut avoir le gars qui est en poste, qui veut évoluer, un gars qui veut accéder à un nouvel emploi, par exemple il est demandeur d'emploi, ou alors il veut changer de job. Et puis évidemment, il a quand même aussi des problèmes par rapport à ça. Il dit, ouais, ok, mais moi je travaille à plein temps, donc je peux peut-être pas me former. Je peux pas interrompre mon emploi pour aller me former. Il faut que je puisse me former en même temps que je travaille. Et puis moi, j'habite au fin fond de la brousse, et donc c'est pas facile pour moi d'aller dans la formation. Donc il faut que je puisse le faire de là où je suis. Enfin voilà. Donc on fait la carte comme ça.
Et puis, ça commence à nous donner un peu les grandes lignes, finalement, du type de service qu'il faudrait faire. Et c'est pas forcément la formation que j'ai. Mon master, peut-être que les gens dans ce master, ils viennent toute la journée, ils prennent un an pour se former, en congé individuel de formation, par exemple, des choses comme ça, ou alors c'est des demandeurs d'emploi, donc en fait, ils peuvent consacrer pas mal de temps à la formation. Et donc, du coup, le design de mon service de master est pas du tout adapté. Je peux même pas intégrer ces gens-là dans les cours qui existent, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas dans la même cible. Alors, une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est d'aller vers quelque chose de construit qui est plus un business model, là, pour le coup. Alors, sur le business model, il existe des tas de formes. Moi, il y a une matrice que j'aime assez, en fait, qui est une matrice qui identifie le business model, en fait, en plusieurs parties. En traitant la réponse à un certain nombre de questions. Alors, en fait, dans cette matrice, il y a quelques cases. Cette matrice, elle est intéressante parce qu'elle a un axe central. Alors, qui est ici, où on dit, ben voilà, à gauche, ici de ce côté-là, je vais avoir toutes les ressources dont j'ai besoin, ou dont je dispose, enfin en tous les cas, il faut que je les identifie. Et puis de l'autre côté, en fait, il y a qu'est-ce que j'offre, en fait, à quoi ça ressemble ce que je vais offrir. Donc, quand on traduit ça en données économiques, par exemple, c'est le bas de la matrice, ici on a les coûts, et ici on a les revenus. Bien sûr, les ressources, ça me coûte, les offres, elles me permettent de rentrer des revenus. Et puis, dans mes ressources, je vais avoir quoi? Je vais avoir des partenaires. Quels sont les gens qui sont des partenaires clés dans mon élan? Quelles sont les ressources clés? Quelles sont les activités clés, en fait, que je dois développer pour être capable de faire mon offre? Au centre, ici, et ça c'est la partie centrale, c'est quelle est la valeur de ce que je produis, quelle valeur ça a, quels sont les éléments clés de la valeur que je produis, et puis de l'autre côté, comment je mets en œuvre, une fois que j'ai identifié cette valeur, comment je rentre en relation avec mes clients, donc comment je gère ma relation client, par quels canaux je communique et je distribue mon produit, je communique avec mes clients, et puis quels sont les segments de clients que je veux attaquer, à qui je m'adresse en fait, finalement, qui je vise par là. Et ils peuvent être pluriels, bien sûr, ces segments. Là, on retrouve par exemple l'approche du marketing. On voit bien que l'approche du marketing traditionnelle, elle segmente la clientèle et puis elle travaille sur une distribution pas mal. Mais on a du mal à remonter sur une valeur qui intègre toute la partie production. Donc là, c'est vraiment un business model, c'est plus large que le marketing parce que ça intègre à la fois la dimension de production, c'est comment avec quels moyens je produis le service et à quoi il va ressembler mon service. Même méthode que pour l'autre matrice. Pour travailler avec ça, je réunis des gens qui peuvent m'aider à designer ce service, mes collègues, les gens dans l'organisme de formation, on se bloque 2 heures et puis on fait un travail où on écrit la matrice sur un grand tableau et puis on prend chacun des post-it et puis on commence à coller un peu tout ce qui nous passe par la tête qui correspond en fait à notre offre. Donc là, si je reprends mon exemple ici, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je veux développer comme valeur? J'ai entendu que Bob, il voulait avoir une qualification professionnelle reconnue, donc si je fais ça par exemple dans une université, il va falloir que ma formation elle débouche sur un diplôme. Ça peut être un diplôme d'université, il faut regarder à quoi c'est attaché, est-ce qu'il faut que ce soit RNCP, etc. Enfin, tout ça, c'est assez à creuser. J'ai compris que Bob, il voulait que ça s'adapte à son rythme, je vais avoir une population hétérogène, il faut que ça rentre aussi dans son rythme, parce que Bob, il travaille, donc il faut que ça puisse se faire en complément. Et puis, peut-être qu'il faut aussi que j'ai un prix compétitif, parce que Bob, peut-être qu'il va financer en partie sa formation, ou peut-être que les financeurs, ils sont pas très riches, etc. Donc ça, c'est des choses qui me remontent dans l'environnement. Donc je me dis, il faut que j'arrive à faire une formation qualifiante, que les gens puissent faire à leur rythme, en fait, avec un suivi individualisé, et qui soit en plus pas cher. Donc c'est pas simple, forcément. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça? Il me faut des partenaires. Alors bien sûr, il y a mon organisme de formation, et puis je me dis, tiens, je pourrais peut-être m'appuyer, par exemple, sur un réseau d'écoles métiers, par exemple, en attaquant une branche en particulier, ou une série de branches, en m'appuyant sur des partenaires qui sont capables, par exemple, de me fournir des relais locaux, pour avoir des locaux, par exemple, des bâtiments dans lesquels on pourrait faire des activités
activités présentielles décentralisées, localisées. Il va falloir évidemment comme activité que je développe l'animation de communauté, Tutora. Il va falloir évidemment comme ressource que j'ai une plateforme pour gérer tout ça, une plateforme en ligne. Peut-être que j'ai besoin de locaux aussi parce que je veux faire de l'hybride et que forcément à un moment donné, les gens il va falloir réunir quelque part. S'ils peuvent pas trop se déplacer, faut que j'ai des éléments près de là où les gens sont. Donc évidemment, toutes ces ressources vont me coûter. Il va falloir déjà développer probablement des ressources auto-formatives, des médias, voilà, et puis il va falloir aussi payer l'animation du dispositif lui-même. Et puis de l'autre côté, comment je vais développer mes relations, je me dis tiens, ce serait pas mal si j'utilise le numérique que pour pouvoir justement m'adapter à la souplesse et à la fameuse adaptation au rythme et pouvoir toucher les gens localement, il va falloir que je développe en fait une communauté. Et puis si je veux favoriser l'intégration professionnelle pour que les gens trouvent des jobs après ma formation ou puissent évoluer dans leur boulot, eh bien peut-être que j'ai intérêt à associer dans cette communauté des professionnels en exercice, par exemple, pour faciliter l'intégration professionnelle. Bien sûr, les canaux que je vais utiliser, ça va être le web, mais ça peut être aussi des réseaux professionnels qui sont pas forcément numériques. Et puis mes cibles, les gens à qui je m'adresse, c'est des professionnels en exercice, des gens en reconversion, par exemple. Et puis comment je vais vendre ça, je vais vendre ma formation. Et puis je me dis, si j'arrive à associer des professionnels, peut-être que je vais avoir des gens qui vont vouloir aussi des séminaires plus spécialisés, par exemple telle grande entreprise du secteur je sais pas, là par exemple, moi dans le projet dont je vous parle, c'est l'évolution d'un master qui forme des formateurs, et en fait on se rend compte qu'il y a de grosses demandes, par exemple dans le domaine de la fonction publique hospitalière. Donc on va se dire, tiens, on va essayer de faire une offre spécialisée pour un hôpital, par exemple, c'est des grosses structures, on peut peut-être faire un séminaire spécifique qui soit la déclinaison de quelque chose qu'on a, qui soit dans cette offre-là, mais pour les hôpitaux, ce qui permet d'absorber tous les frais fixes de développement de ressources, de structures, d'infrastructures, etc., sur des revenus complémentaires. Donc, vous voyez que là aussi, c'est un exemple, c'est un peu simplifié, mais l'idée, c'est de vous parler plutôt de la démarche, donc de dire, voilà, je vais essayer de faire que les choses soient très intégrées. Et la force de votre système, ça va être qu'il soit cohérent, en fait. L'objectif de cette matrice-là, c'est de dire, est-ce que tout ça tient debout? Est-ce que les revenus, évidemment, équilibrent le coût? Ça, en général, on y pense, mais est-ce que tout ça est même logique du point de vue de l'utilisateur? Est-ce que c'est réaliste de développer une communauté de professionnels? Comment je vais faire? Par quel biais ça passe en termes de prescription, d'outils, etc. Et on se rend compte finalement que pour passer en fait de cette notion de production de contenu à une notion de développement de compétences dans un service de formation, on va devoir développer des modèles de plus en plus complexes de services. Et donc, comme ils sont plus complexes, il va falloir communiquer plus finement sur ces éléments. Il va falloir associer beaucoup plus en fait la cible, les utilisateurs, les bénéficiaires, et on se rend compte finalement petit à petit que la communication qui était souvent, on parlait de marketing traditionnel tout à l'heure, c'était souvent je fais mon offre, je fais mon catalogue, puis après je vais faire de la publicité, c'était un peu le schéma, il faut que je communique, alors je vais faire passer des annonces, je vais faire des mailings, etc. Aujourd'hui on n'est plus tout à fait dans cette logique-là, parce que la communication elle-même fait partie du produit. Ça, pour que les gens adhèrent, il faut en fait qu'ils soient intégrés dans le produit, en fait. Et donc il faut qu'ils communiquent pour être intégrés dans le service. Ça passe par la communication. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette communication, aujourd'hui, elle est source de valeur, en fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut développer une communauté de professionnels pour faciliter l'insertion, c'est la communauté qui va renforcer la valeur de la formation que vous faites, parce que la communauté permet une meilleure insertion, donc les gens vont plus venir dans votre formation parce qu'ils savent qu'ils peuvent plus facilement s'insérer. Et c'est donc c'est la dimension communication qui rentre dans le produit, en fait. Et donc qui en devient une partie importante, et qui aussi est une manière de pouvoir maintenir ses prix ou de valoriser l'ensemble de votre service, parce que vous avez une communication qui le met en valeur, mais qui aussi développe le service en fait en lui-même, parce que plus vous communiquez, plus vous allez créer de valeur en fait. Et ça, c'est ce que va vous détailler plus précisément Géraldine tout à l'heure. Voilà, alors j'ai un peu beaucoup parlé sur cette partie-là, mais je voulais vous développer la démarche dans son ensemble. Peut-être que vous avez des remarques ou des questions par rapport à ça déjà. Déjà, est-ce que j'ai été clair? Des questions, des remarques. Est-ce qu'il a été clair déjà? Ça, c'est une vraie question aussi. Et N'hésitez pas. Je vais regarder le chat, j'ai pas mis les lunettes. Attends, il faut que je prenne mes lunettes, parce que j'avais pas mes lunettes sur le nez, donc je vois pas bien, c'est un peu petit pour moi.
très clair, a dit Christophe. Est-ce que vous avez des questions à Raphaël? Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que des, des questions, des envies de vous exprimer sur ça? On continue comme vous voulez. C'est une question à laquelle on n'a pas répondu sur l'efficacité au bureau par rapport au numérique. Je suis pas sûr qu'on ait des études. Je pense que la question en fait est même plus comme, se pose même plus comme ça en fait. Je pense que, enfin moi je travaille avec des gens de la génération Y pendant un bon moment dans la cité dans laquelle j'étais avant et en fait c'est très simple. Si vous interdisez l'utilisation de Skype ou de Facebook etc au bureau, tout le monde démissionne dans l'heure qui suit. Donc la question de savoir si c'est efficace ou pas n'est plus tellement le problème. En fait. Ça fait partie du mode de fonctionnement des gens. C'est comme si vous les empêchiez de respirer. Hein. Donc vous pouvez pas. C'est plus efficace de travailler en apnée, mais on peut pas. Hein. Donc et là maintenant on est à peu près à ce niveau-là. Hein. Enfin, en tous les cas, moi c'est très empirique hein, ce que je vous dis, mais c'est ce que je constate. Hein. Francine souhaiterait s'exprimer. Francine, je vais vous laisser à la fois la parole et allez-y Francine, vous pouvez vous exprimer, je vous ai donné le micro, il n'y a pas de souci. Francine? Voilà, Francine. Pensez bien à cliquer sur votre micro dans les options personnelles et sur la caméra. Alors. La caméra, ça a l'air d'être le cas déjà. Ça a l'air d'être le cas, oui. On n'entend pas Francine. Bon. Alors, peut-être aller sur le... Alors, voilà, elle a posé sa question directement. C'est pas grave, on va traiter par rapport au chat ici. Oui, alors en fait, j'ai vu la question effectivement de Francine. Alors, donc pour la question de Francine, en fait, hein, sur d'autres types de services, bien sûr, hein, on peut imaginer aujourd'hui, en fait, avec la formation tout au long de la vie, on a des modèles en fait qui sont en train de se développer, de services qui sont des services d'une espèce de maintenance, si vous voulez, de compétences. En fait, on a l'acquisition de compétences. La formation correspond souvent à l'acquisition de compétences nouvelles, on va dire, hein, si on simplifie. Et puis après, il y a aussi du maintien en fait à niveau. Alors, c'est entre de la formation, de la veille, enfin, il y a tout un tas de... c'est difficile à qualifier, enfin, souvent on le qualifie avec des mots de l'ancien monde, si je puis dire. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'offrir des abonnements, si vous voulez, qui soient des abonnements de maintien finalement des compétences. C'est-à-dire qu'à partir où vous avez une gamme de services, un bouquet de services autour de la formation qui est proposé, ce qu'il faut bien voir avec le numérique, c'est que le fait d'avoir des utilisateurs en plus dans votre formation qui accède à vos ressources, ça a très peu de coûts en fait. En termes de coût marginal, c'est très faible. Et donc vous pouvez être assez compétitif dans des services additionnels qui sont en partie produits pour les nouveaux usagers de vos services principaux, on va dire. Ça, c'est une possibilité. Après, si la formation est massive, on peut imaginer après d'avoir des modèles de revenus qui soient issus de la vente de données, par exemple, hein, sur les utilisateurs, ou de la publicité qui soit ciblée en fait sur les types d'utilisateurs que vous avez vus. La vente des données personnelles dans le monde de l'information, ça se fait pas trop, hein, ça pour le moment. Même les grands books américains n'ont pas trop osé mettre les doigts là-dedans pour le moment. C'est très sensible, hein, on comprend bien. En revanche, la publicité ciblée, ça existe. Voilà, maintenant il faut quand même une masse suffisante hein, pour que ça puisse être le cas. Voilà. Après, on peut aussi avoir tout ce qui tourne autour du pré-recrutement. Hein, donc il y a pas mal de gens hein, qui commencent à réfléchir à l'extension de ces services-là. Il y a aussi tous les gens qui viennent du monde de l'édition de livres hein, qui essayent d'attaquer aussi la formation. Enfin, on voit bien que les frontières sont en train de fondre hein, petit à petit parce que le
numérique étant intégré partout, comme on disait jusque-là, comme le précisait Géraldine tout à l'heure, voilà, on peut le faire. On a aussi tout ce qui est certification, bien sûr, hein, badge, etc., qui peuvent être revendus. Les MOOC américains, ils se rémunèrent sur la certification et pas sur les cours, par exemple. Bon, le modèle n'est pas encore rentable, hein, loin de là, même sur des très gros volumes, donc je ne suis pas sûr que ce soit un modèle d'avenir, enfin, on n'en sait rien encore, mais voilà, donc faut être, là aussi, il faut être imaginatif, faut pas hésiter à aller transposer des modèles qui existent dans d'autres domaines, hein, je sais pas quoi, l'hôtellerie, enfin d'autres secteurs du service, par exemple, qui n'ont rien à voir avec la formation, ont trouvé des évolutions tarifaires, des services additionnels ou des designs de services qui sont souvent assez innovants. Et il y a parfois le moyen de transposer, d'essayer de travailler par analogie, en adaptant bien sûr les choses, hein, mais faut pas hésiter. Voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, j'ai au moins donné quelques pistes. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées ou si vous avez observé d'ailleurs hein, d'autres pratiques même sur le terrain ou chez des offreurs de formation. Moi, je peux juste apporter une petite chose complémentaire là-dessus, Sylvain. C'est aussi beaucoup autour après du spécifique pour soi, c'est-à-dire spécifique pour soi, ce que je mettais là, coaching terrain, c'est-à-dire vraiment de dire, bah voilà, la formation, c'est une chose, puis après, il peut y avoir des choses aussi qui s'additionnent entre la formation faite par l'organisme et des acteurs locaux qui soient plus là comme coach terrain, par exemple, ou qui soient plus là pour accompagner le transfert et la mise en pratique, le transfert vers la compétence acquise, etc. Là, je crois qu'il y a un vrai pan entre la phase d'acquisition et la phase de transfert, où il y a vraiment plein de services à développer autour de ça, je pense. Parce que c'est Ouais, ce tout qui à fait. pêchait quand même Et, dans les formations essentielles, très souvent, et je crois que là, il y a vraiment des choses à inventer autour de ça, pour toute cette dimension-là, quoi, cette partie-là. Hein, je travaille personnellement avec l'UMM notamment, et qui fait toute cette réflexion-là sur justement ces approches de bah, comment on va jusqu'au transfert, enfin, comment on accompagne après le transfert. Alors ça peut être par exemple du coaching terrain, mais ça peut être aussi des séances d'entraînement. Par exemple, vous voyez, c'est-à-dire pouvoir vendre des services additionnels autour de l'entraînement à la mise en pratique, voilà, des ateliers d'entraînement, des choses comme ça, voilà. Mais de façon locale. Toute cette dimension du local, elle est extrêmement intéressante dans des logiques de partenariat, par exemple, des choses comme ça, ce que disait tout à l'heure Sylvain. Et là, il y a beaucoup de choses à exploiter par rapport à ça, je pense. il y a un phénomène sur lequel vous pouvez, enfin, on peut miser en fait. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le co-investissement. Si le salarié ou si le bénéficiaire investit son argent et son temps dans la formation sur son temps personnel ou son argent personnel, je peux vous dire qu'il va être beaucoup plus exigeant sur le retour sur investissement que le sont les professionnels. C'est évident. Parce que pour lui, ça représente un investissement beaucoup plus lourd, en fait. Et puis, il joue avec son argent, si je puis dire, ou avec son temps. Hein, lui, l'arbitre entre avoir des loisirs ou se former, hein, si vous voulez. Donc pour lui, c'est un engagement fort. Donc, il va être en attente, en fait, de bénéfices visibles, tangibles, immédiats. Et donc, ça pose un défi, quand même, aux organismes de formation nouveaux, par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, où le suivi ou les retours étaient quand même très administratifs, on va dire, des fois avec un peu plus de qualité, mais enfin bon, ça allait quand même pas super loin. Là, il va falloir monter une marche très élevée pour atteindre ces cibles-là. Et donc, il va falloir aussi être capable de leur vendre. En fait, il ne suffira pas de leur dire, bah voilà, nous on pense que ça va marcher. Non, non, il va falloir être beaucoup plus précis que ça, apporter des preuves de ça. Et ça, ça va se traduire par une nécessité d'accompagner les gens vers l'efficacité de manière beaucoup plus personnalisée. En fait, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir au centre, en fait, à mon avis, du développement des offres aujourd'hui. Et là, il y a tout à défricher, si vous voulez. Il n'y a pas grand monde dont on peut dire qu'il a trouvé la solution super bien pour le moment.
voilà, même si vous prenez Academia ou des gens qui vendent du service par exemple, d'accompagnement scolaire comme ça, c'est quand même des gens qui sont organisés autour de la production. Hein. Ils sont pas du tout dans une logique nouvelle, en fait. Ils sont dans de la grosse cavalerie. Le premier qui trouve une solution plus efficace, il va les ratisser tout de suite, en fait, parce que les gens verront immédiatement la différence. Donc voilà, donc c'est des pistes. Moi, j'ai pas les solutions à tout, mais en tous les cas, je pense que c'est vers là qu'il faut travailler. La remarque de Christophe me semble très juste. Ils ont juste changé de média et pas de modèle. Je crois que c'est très juste. Mm. Exactement, ouais. Tout à fait. C'est très, très pertinent. D'autres Oui, la collaboration, remarques, d'autres. c'est un axe important. Hein. C'est un axe important. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques pour cette partie-là, je propose que il nous reste 15 minutes, donc Mm. on peut peut-être avancer et laisser Géraldine. Alors, Géraldine, Oui, oui, je suis là. hop, hop, voilà. Bon, Ok, Géraldine. je vais essayer d'être claire et puis quand même rapide pour pas trop rogner sur votre temps. Sylvain vous a parlé à l'instant là de changer, enfin d'adapter son offre à l'ère digitale et il vous a parlé aussi de monétisation. Moi, je vais surtout vous parler de comment j'existe sur le digital, comment j'organise ma présence sur Internet en tant qu'entreprise. Alors avant ça, une petite définition que j'ai trouvé intéressante de vous soumettre, qui est décrite par Jérôme Besson dans un article qui est paru dans Le Monde et qui parle de l'entreprise 3.0. Donc l'entreprise 3.0, c'est l'entreprise de 2015 et les années qui viennent. Et cette entreprise-là, elle ne doit plus seulement attirer, fidéliser ses clients, elle doit optimiser l'expérience qu'elle leur propose sur tous les canaux et sur tous les médias d'interaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le digital a multiplié les points de contact entre l'entreprise et ses prospects ou ses clients. Et que du coup, effectivement, dans tous ces moments où l'entreprise ou la marque se retrouve en lien avec son client, bah, elle doit imaginer une nouvelle façon de lui parler, et avec au cœur de ça la nécessité d'avoir du contenu. On en reparlera juste après. Alors, il y a un vrai avantage dans cette nouvelle ère digitale pour l'entreprise et notamment pour toutes les entreprises locales, c'est que là où avant votre zone de chalandise finalement se limitait à votre région ou un petit peu autour, bah, finalement aujourd'hui votre client il peut se trouver n'importe où avec une offre de formation à distance ou quel que soit le secteur dans lequel on se trouve, un service à distance, bah, un client qui se trouve à l'autre bout du monde peut tout à fait vous solliciter. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous avez une zone de chalandise qui est inépuisable. Alors, encore faut-il que votre client vous trouve et pour vous trouver, bah, il va falloir organiser sa présence sur le digital. C'est-à-dire à la fois exister sur le digital, savoir dialoguer avec ses clients, et puis une fois qu'on a dialogué avec eux, évidemment convertir ce contact avec le client bah, en vente, hein, puisque c'est quand même le but. Alors, organiser sa présence sur le digital, vous allez voir, c'est relativement simple. Finalement, il y a quelques actions de base à poser. La première chose, effectivement, c'est bah, de développer son site internet. Aujourd'hui, la plupart des entreprises en possèdent un. Effectivement, un site internet, c'est une vitrine pour les gens qui viennent vous voir. Mais c'est pas seulement une vitrine, vous verrez, juste après, je vous montrerai comment le site internet et les autres acquis hein, digitaux que vous allez mettre en place vont être au cœur de votre monétisation et de votre commercialisation. Pourquoi? Parce que dans le digital, vous allez voir que la communication et la commercialisation sont vraiment très très imbriquées, très liées. Euh, Ensuite, évidemment, il faut envisager une présence sur les réseaux sociaux. Je vais y revenir juste après, je vous en présenterai quelques-uns. Une présence mobile, alors ça peut être sous forme tout simplement d'un site internet en version mobile, pour qu'il soit compatible avec un surf sur une tablette ou sur un téléphone, mais ça peut être également une application mobile.
Sachant que, évidemment, dans quelques années, avec la convergence des devices, finalement, on n'aura plus de différenciation entre un PC et un téléphone portable, et tous les contenus devront être consultables n'importe où, sur n'importe quel device, que ce soit un téléphone ou le futur de ce que ce que sera la fusion entre un téléphone et un PC. Évidemment, exister sur le digital, c'est aussi avoir des partenariats avec des sites, avec d'autres sites. Donc, c'est des échanges de liens. C'est tout simplement faire en sorte que les autres sites parlent de vous. Évidemment, il y a toute la partie achat média, publicité, et je ne rentrerai pas dans le détail de la publicité ce soir parce que je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinar. Mais évidemment, la publicité a un rôle à jouer dans votre présence digitale. Et puis évidemment, toutes vos actions off, donc c'est-à-dire tout ce que vous faites dans les médias ou tout ce que vous faites sur le terrain, va jouer un rôle dans votre présence digitale, puisque de toute façon, on revient toujours au digital, et quel que soit ce à quoi vous avez exposé les consommateurs, que ce soit en off ou en on, ils iront sur Internet pour faire des recherches sur votre entreprise. Alors, concrètement, en 3 étapes, comment ça se passe? Alors, la première chose qui est très important, et Sylvain en a pas mal parlé, c'est vraiment de définir vos cibles prioritaires et les besoins de ces cibles-là. Donc, si vous utilisez je ne sais plus comment elle s'appelait, la feuille d'empathie, je crois, de Sylvain, bah, vous aurez déjà compris comment votre client, enfin qui est votre client et de quoi il a besoin, et vous pourrez, je dirais, les mettre dans des grandes cases chacun pour pouvoir lui proposer une offre adaptée. Alors, sur le digital, comment on peut savoir ce qui intéresse vos clients? Ben, en premier lieu, ce qui peut être intéressant, la carte empathie, merci Christophe. Ce qui peut être intéressant, c'est d'investir dans un outil Web Analytics pour votre site internet. Alors je dis investir, mais Google en propose un qui est gratuit, hein, qui s'appelle Google Analytics. Et cet outil-là va tout simplement vous permettre d'analyser ce qu'il se passe sur votre site internet, c'est-à-dire quelles sont les pages les plus consommées, d'où vient le trafic de votre site internet, est-ce qu'il vient de France, est-ce qu'il vient de l'étranger, s'il vient de France, d'où il vient, est-ce qu'il y a des pics de consultation, est-ce que c'est plutôt en semaine, plutôt le week-end, est-ce qu'il y a des pics horaires dans la journée, quelles sont les pages qui plaisent de plus, est-ce que les gens restent longtemps sur votre site, est-ce qu'ils consultent plusieurs pages, est-ce qu'ils reviennent au cours d'un mois donné ou est-ce que c'est juste une visite ponctuelle? Et ces données-là vont déjà vous permettre de savoir quels sont les sujets qui intéressent le plus et quels sont les types de populations qui sont les plus intéressés par votre site et par vos offres. Donc là, il s'agit bien de comprendre qui vient sur votre site et ce qu'il consulte. Vous avez également tout un tas d'autres outils, notamment des outils de e-réputation qui, eux, sont payants, mais à des prix relativement modérés, qui vont vous permettre de savoir quel est le bruit généré autour de votre marque sur Internet. C'est-à-dire, qui sont les gens qui parlent de vous, comment ils en parlent, est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal, quels sont les termes qui sont reliés à la citation de votre marque sur un forum, sur un réseau social. Et tous ces outils-là vont vous permettre de comprendre qui sont vos clients et ce qu'ils apprécient, en tout cas dans votre offre, et comment vous êtes perçu. Et donc, sachant cela, et ayant construit votre offre en fonction de ces besoins-là, ce qui est très important, c'est de penser référencement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que vous le savez, hein, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, Google est le roi. Et donc, c'est très important de référencer votre site internet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quel que soit le sujet de leur recherche, vont tout d'abord aller sur Google, taper cette recherche pour aller ensuite consulter les résultats proposés par Google. Et Google propose dans les résultats naturels de votre recherche, par opposition aux résultats publicitaires qui sont achetés par les marques, Google va référencer les sites qui lui semblent être les plus pertinents pour répondre à votre demande. Et un site pertinent selon Google, c'est un site qui répond à des dizaines d'algorithmes, mais principalement un site qui est très souvent mis à jour, dont le contenu est de qualité, un site sur lequel les gens restent longtemps, un site sur lequel les gens consultent beaucoup de pages, un site qui est régulièrement cité sur Internet. Donc voilà, Google aujourd'hui, c'est vraiment la pierre angulaire du business digital.
C'est-à-dire que si je parle business, vous connaissez tous ce fameux tunnel de conversion qui, comment dire, qui montre comment le consommateur prend en considération une marque en étant par exemple exposé à de la publicité ou en entendant parler de cette marque par un de ses amis, va ensuite faire le choix d'une marque par rapport à une autre et va passer à l'acte d'achat. Ça, c'est le tunnel de conversion de base dans le commerce, que ce soit off ou on. Sur le digital, on sait que Google arrive toujours en tête de ce tunnel de conversion, c'est-à-dire que la personne ait choisi le prestataire qu'elle va prendre pour sa formation, que la personne ait choisi la marque de la voiture qu'elle va acheter ou pas, quelle que soit la recherche, avant un acte d'achat, il y a un passage par Google. Et donc, si vous êtes bien référencé dans Google, ben, pour vous, c'est vraiment un gage de générer du trafic sur votre site et du trafic captif, puisque les gens qui arriveront sur votre site seront des gens qui sont en recherche active sur un sujet de formation, d'apprentissage, etc. Donc vraiment, c'est important d'avoir Google en tête et vous pouvez vous faire aider par des sociétés qui aujourd'hui sont spécialisées dans le référencement et qui pourront vous aider à indexer vos pages. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'explorer les pistes sémantiques. J'ai fait un petit exercice pour voir ce que ça donnait. Ce que j'appelle par explorer les pistes sémantiques, c'est savoir comment les internautes aujourd'hui parlent de formation et parlent de vos produits. Est-ce qu'on parle de formation? Est-ce qu'on utilise d'autres mots? Alors, j'ai fait un test sur Google Trends, qui est un outil qui permet de regarder justement les tendances de recherche sur une dizaine d'années, les 10 années qui viennent de s'écouler. Ce qu'on voit, c'est que la tendance de recherche sur le mot formation est à la baisse d'année en année. En revanche, si on regarde, je n'ai pris que celui-là, mais on pourrait faire tout un tas de tests, le mot reconversion, on se rend compte qu'il est en forte hausse. Et je pense que tout ce travail de sémantique est intéressant pour vos métiers, mais pour tous les autres secteurs, pour comprendre comment les internautes font leurs recherches et quels mots ils donnent à leurs besoins. Donc Google Trends, c'est un site qui est accessible librement et gratuitement, hein, donc je vous invite à aller faire des tests. Alors, une fois qu'on s'est installé sur Internet, qu'on a son site Internet et qu'on a créé ses pages sur les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est de dialoguer avec ses clients et d'interagir avec eux. Alors, concrètement, aujourd'hui, hein, on va chercher ses clients là où ils se trouvent et on l'a vu tout à l'heure, hein, les réseaux sociaux sont vraiment un très très bon bassin de prospects, tous secteurs confondus. Alors, quelques exemples rapides de réseaux sociaux sur lesquels vous pourriez exister en tant qu'entreprise. Facebook, évidemment, hein. Donc ça prend la forme d'une page fan. Je vous ai mis un exemple là, pour l'AFPA de Bretagne. Alors sur Facebook, l'objectif principal, c'est de fidéliser vos clients. C'est-à-dire que vous allez vous adresser à des gens qui connaissent votre entreprise, voire qui ont déjà suivi des formations auprès de vos services. Et sur Facebook, qu'est-ce qu'on va faire? On va annoncer une formation ou une actualité, on va raconter ce qui s'est passé, on va aussi interpeller sa communauté pour lui demander un avis, on va aussi, pourquoi pas, le guider vers notre site internet sur lequel ils vont pouvoir trouver des informations complémentaires. Donc c'est vraiment un travail de fidélisation et de dialogue au quotidien avec des gens qui m'apprécient. Twitter, donc c'est simple, on peut tout à fait aussi se créer une page d'entreprise, un compte Twitter entreprise. Sur Twitter, c'est autre chose. Le but, c'est d'asseoir son expertise, d'informer et de se créer un réseau. Sur Twitter, on suit le fil d'actualité des gens qui nous intéressent, ce qui ne veut pas dire que eux vont suivre le vôtre, hein. Ce n'est pas une relation mutuelle comme c'est le cas sur Facebook. Et souvent sur Twitter, les gens se regroupent, on le voit par corporation, par secteur professionnel ou par centre d'intérêt. Et donc, je dirais l'interaction principale sur Twitter, c'est je donne mon point de vue en 140 signes, je diffuse du contenu, je partage, je donne mon opinion. Et c'est vraiment un outil qui est très utile pour asseoir son identité en tant qu'entreprise. Alors, LinkedIn, bon, c'est un réseau professionnel. Vous pouvez tout à fait vous créer une page sur LinkedIn pour votre entreprise. Le but, c'est vraiment de vous créer un réseau et de diffuser du contenu, un petit peu comme Twitter, diffuser du contenu qui vous intéresse, de prendre part à des groupes de travail. Donc, c'est vraiment un outil très business.
Je termine par deux réseaux sociaux qui sont très très grand public, mais sur lesquels on retrouve certaines entreprises, et notamment de votre secteur. Euh, donc Pinterest, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est en fait un outil qui vous permet de vous créer des petits panneaux d'affichage, comme chez vous, le bon vieux panneau en liège sur lequel on épingle nos petites photos qu'on aime bien, les cartes souvenirs, etc. Bah, sur Pinterest, vous vous créez des petits panneaux par thématique et vous allez ensuite mettre dans ces panneaux toutes les images que vous aurez trouvées sur Internet et qui vous intéressent. Alors voilà, hein, c'est très clairement du partage d'images et puis exprimer son identité, sa personnalité, mais uniquement à travers de l'image. Instagram, je pense que vous le connaissez sûrement un petit peu plus que Pinterest. Instagram, c'est un site, un réseau social qui vous permet donc de vous créer un compte et de diffuser de la photo. Donc vous pouvez suivre les fils des autres et puis vous pouvez également vous-même poster des photos du quotidien. Voilà, alors au revoir aux gens qui nous quittent. J'ai pas eu le temps de vous le dire, mais merci de votre présence en tout cas. Alors, euh, une fois qu'on a interagi avec avec nos clients hein, via les réseaux sociaux, évidemment, ce qui est important, c'est de passer de cette relation à un acte d'achat. Ne perdons pas de vue la commercialisation. Et donc sur Internet, ce qu'il y a de pratique, c'est que une fois que vous avez capté cette audience et que vous avez discuté avec eux ou eu une interaction, quel que soit le mode d'interaction, vous allez pouvoir transformer ce contact en possibilité de créer une relation commerciale. Et donc surtout, toute votre présence digitale, donc sur les réseaux sociaux, sur votre site web, et si vous faites de la publicité, ce qui est très important, c'est de formaliser ce contact. Par exemple, en proposant une demande de rappel, en proposant une inscription à une newsletter, en proposant aux gens de remplir un quiz de qualification de leurs besoins. Voilà, on peut imaginer toutes sortes de prises de contact avec l'internaute pour ne pas perdre la relation avec lui et pour transformer cette relation en acte d'achat. Et pour cela, alors l'avantage aussi sur Internet, c'est qu'on peut tout traquer. Donc vous allez pouvoir traquer avec des outils extrêmement simples, et il y en a énormément à votre disposition sur Internet. Vous allez pouvoir traquer tous les gens qui ont été exposés à votre marque, que ce soit via de la publicité ou via vos pages Facebook, votre site, etc., jusqu'à l'acte d'achat, et savoir qui a transformé, qui n'a pas transformé. Et ceux qui n'ont pas transformé, vous allez pouvoir les retoucher via de la publicité. Donc aujourd'hui, c'est assez simple sur Internet de gérer, je dirais, cette foule, cette audience qui s'est intéressée à votre marque et à les pousser à convertir et à acheter l'un de vos services. Alors pour finir, un petit exemple, un exemple d'outil de tracking. Géraldine. Oui. Alors, il y en a un qui s'appelle AirTac, R-TAC, T-A-C-K. Le produit s'appelle Renet et c'est vraiment adapté aux entreprises, aux PME. Voilà, j'ai pas de coût en tête, mais c'est vraiment des outils assez simples à utiliser et qui se combinent très bien avec des Google Analytics justement. Donc pour terminer, une petite étude de cas, juste pour vous montrer ce que font les autres. J'ai fait plusieurs tests. En l'occurrence, j'ai tapé sur Google formation esthétique distance. Et puis je suis tombée sur... alors attendez que je prenne mon petit pointeur. Je suis tombée ici sur Caris Formation, hein, qui arrivait, vous voyez, en premier dans les résultats naturels proposés par Google. C'est-à-dire que Google a estimé que Caris Formation est un institut qui répond parfaitement à la requête formation esthétique distance. Donc j'ai cliqué dessus. Je suis arrivée sur leur site. Donc ce qu'on voit directement, c'est que vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur formaliser le contact. Ils proposent de contacter Caris, de recevoir une documentation gratuite, de pouvoir poser une question en direct, et ils proposent également une orientation personnalisée où, en fonction de vos besoins et de vos centres d'intérêt, on va vous proposer la formation qui correspond le mieux à vos attentes. Alors, en bas de page, sur le site, vous pouvez également, vous voyez, les suivre sur Facebook, aller sur leur chaîne YouTube. Voilà, très clairement, ils exposent ici leur présence assez massive sur les réseaux sociaux.
Par exemple, si je clique sur leur page Facebook, vous voyez, ils ont plus de 30 000 abonnés. Alors évidemment, ils n'ont pas eu probablement pas 30 000 clients, hein, c'est une entreprise qui a une dizaine d'années, mais c'est des gens qui se sont intéressés, qui ont estimé qu'Aris avait des choses à dire et que n'étant pas peut-être tout de suite intéressés ou concernés par une formation en esthétique, néanmoins sont intéressés par toutes les informations que Caris communique sur sa page Facebook. Si je passe ensuite au compte Twitter, alors sur Twitter, c'est plutôt de la communication instantanée, donc ça va être des messages de ce qui se passe dans l'école, une information sur une nouvelle actualité. Donc là, ça va être vraiment du day-to-day, avec la possibilité évidemment de mettre en avant des contenus vidéo, photos, audio, tout ce que permet Twitter. Là, c'est leur page, leur chaîne YouTube. Alors, donc, comme c'est un institut de formation à distance, évidemment, leur principal outil, c'est la vidéo. Donc, on retrouve gratuitement sur leur chaîne YouTube toutes les vidéos qui sont publiées par Caris, à la fois sur leur site et sur leur page Facebook. Alors, alors effectivement, il faut savoir que si jamais vous n'avez pas si vous n'avez pas de personnes en interne dédiées aux social media, ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait, via des petits applicatifs, publier une information sur Twitter et elle va être publiée en même temps sur votre site, sur Facebook, ou inversement, publier une vidéo sur YouTube qui sera automatiquement envoyée sur Twitter et sur Facebook. Donc ça peut être très simple. Ce qui est important, c'est d'avoir le contenu et d'avoir des choses à dire. Et c'est vraiment la conclusion de toute cette partie-là que je viens de vous présenter, c'est qu'une fois que vous avez des contenus, quels que ce soit des contenus sur les réseaux sociaux et sur vos sites, vous avez de très fortes chances d'être référencé sur Google, donc d'être présent et visible pour vos futurs clients. Et puis ensuite, formaliser le contact avec eux et en faire donc des prospects et finalement des clients. Voilà, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Christophe. C'est vraiment ça le nouveau paradigme pour la formation, c'est pouvoir s'adresser directement à son client en one-to-one ou dans une communauté et faire remonter toutes ces informations pour faire évoluer son offre. Et puis c'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vertueux euh, qui permet enfin, le dialogue permet une meilleure visibilité de la part enfin, de votre offre auprès des autres prospects, ce qui permet de nourrir en permanence votre bassin de prospects, de faire parler de vous encore plus, et puis finalement d'avoir un impact positif sur les ventes. Voilà, j'espère que j'ai pas dépassé